bien, fidèles téléspectateurs, bon après-midi et bienvenue à cette sortie de votre programme. On refait la presse. Comme à l'accoutumée, la presse, on l'a fait à notre façon. On l'a refait à notre façon avec mes invités sur le plateau. Nous avons l'occasion de surfer entre les différentes actualités traitées par nos confrères de la presse écrite et bien sûr permettre aussi à vous qui êtes à la maison de mieux cerner l'essentiel de cette actualité en kiosque, grâce à ce décryptage que nous vous proposons en deuxième partie de ce programme. Mais vers la dernière partie de ce programme, c'est-à-dire la troisième partie de ce programme, nous allons mettre le curseur sur ces problèmes de factures impayées et bien sûr Eneo qui est donc sur le banc des accusés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est reproché à Eneo? Il y a de cela quelques mois, c'était Eneo qui revendiquait donc de l'argent de la part de l'État. Et aujourd'hui, l'État pointe dans EDO qui est donc insolvable. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? Nous allons essayer d'éplucher cette actualité vers la dernière partie de ce programme. Fidèles téléspectateurs, si vous êtes connectés sur Chem10 Télévision, canal 321, vous faites bien, restez-y. Le temps pour moi de vous présenter mes invités, ces visages et ces têtes bien faites qui vont donc vous permettre de mieux cerner l'actualité de ce jour. Et si on commençait donc par Hector Abia qui est donc présent sur ce plateau, membre du Sénacom du PCAN de Cabra-Libye. Bienvenue sur ce plateau. Ou alors de Conan. Bonjour, bonjour Claudia, bonjour aux co-discutants, bonjour aux milliers de téléspectateurs, bonjour à l'équipe technique qui est à la production de cette émission. Et je ne veux pas entrer dans votre piège, Claudia. C'est pas un piège, je veux savoir, est-ce que c'est le PCRN selon Cabra-Libye ou alors selon Robert Conan? Parce qu'il y a la réconciliation et il y a la reconstruction. Non, il y a un seul PCRN, okay. C'est celui de la réconciliation nationale, okay, qui est présidé par l'honorable Cabra-Libye, jusqu'au prochain congrès où des militants qui souhaitent prendre sa place viendront poser leur candidature au sein du conseil s'il y a élection du président national. Donc, par la même occasion, puisque vous donnez cette fleur, nous disons donc merci à ces militants qui ne sont pas laissés entraîner par toute cette affaire, qui sont toujours sur le théâtre des inscriptions sur les listes électorales et qui sont en train de préparer non seulement leur liste pour les municipales et législatives pour accompagner le président Cabra-Libye si c'est lui que le parti décidera de mener à la présidentielle de 2025. D'accord. Merci bien d'être sur ce plateau. Il est responsable de la communication de OAS Capital et de beaucoup d'autres choses dans tous les cas. Lui, c'est Alden Gatchou qui est donc présent une fois de plus sur ce plateau. Bon après-midi, Alden. Bon après-midi, Claudia. Bon après-midi à vos nombreux téléspectateurs qui se multiplient de jour en jour au regard de l'autorité et de l'UMAT de Chem10 TV. Bon après-midi à mes copanélistes. Bon après-midi à mon copanéliste dont il y a beaucoup de présidents à la tête du parti, en espérant que les mêmes causes ne peuvent pas produire les mêmes effets. Bon après-midi à toute la jeunesse camerounaise outillée, réveillée et consciente des enjeux que présente leur implication pour les échéances futures. Je crois que bientôt je vais lancer un mouvement More Youth in Politique. Ah, d'accord. Dans tous les cas, nous, on est simplement comme des wait and see, on attend et puis on va voir si on doit accorder notre voix. Mais dans tous les cas, l'objectif, c'est pour que les jeunes soient davantage non, ce ne sera pas un parti politique, ce sera un peu un mouvement comme celui, parce qu'il y a un artiste qui dit que si mon voisin fait un Wake Wanda, move de ma fille, j'ai triche. Vous avez vu comment le mouvement politique pour ça, Justine Diffois a eu un effet lors des dernières élections. Je crois que le CNJC s'était inscrit dans ce sillage avec le Not Too Young to Run, qui était une initiative pas trop jeune pour compétir, pour impliquer les jeunes. Et on a vu quand même que lors des dernières élections, il y a eu quand même des jeunes qui sont intéressés. Mais on se rend compte que ça ne suffit pas. La chose politique, il y a encore des jeunes qui sont réticents. Une politique pour accompagner les initiatives de la société civile. Ok, dans tous les cas, c'est une bonne initiative. Et si la finalité est que la plupart des jeunes soient donc inscrits sur les listes électorales et aient donc l'occasion de faire leur choix aux prochaines élections. C'est d'abord... Non, c'est d'abord... bon, c'est un choix. Parce qu'il y a plusieurs adultes, même de moins jeunes, qui n'ont pas de carte d'électeur, qui ne participent pas à la vie électorale. Vous pouvez décider more old in politique. Je ne sais pas trop. Chacun choisit sa cible. La jeunesse, c'est parce que la
la jeunesse est la composante sociologique majoritaire dans notre pays. D'accord, vous avez donc la réponse. On va permettre aussi à Christian Noël Kaldjob qui tout à l'heure faisait seulement le parce que bon, il n'était pas encore représenté. Mais lui également, son mot compte sur ce plateau. Il est donc enseignant, chercheur. Bienvenue, Christian Noël Kaldjob, le digne fils d'EDA. Oui, merci. Merci à tous les copanélistes. Merci à toute la population du Cameroun. Merci à tous les fidèles téléspectateurs de l'émission On refait la presse. Merci à la grande population de Ngambé qui s'est mobilisée pour accueillir tout le gouvernement parce que ce week-end-ci, la capitale du Cameroun s'appelait Ngambé. Et je salue aussi une fois de plus le maire de Ngambé. Sans oublier tous ceux qui nous regardent du côté de Douala, en particulier Dikoumé, Karine et Bertrand qui m'ont demandé particulièrement de saluer Claudia parce que Bertrand et Karine vont se marier ce samedi à Douala. Ils m'ont demandé de saluer Claudia. Mais Claudia coûte très cher. Vous savez, pour déplacer Claudia, ce sont les millions. Et je dis aussi merci au PDG de cette chaîne parce que nous sommes ici tous les jours. Mais il faut déjà, même si on ne le connaît pas son nom, mais nous disons aussi merci parce que grâce à lui, cette chaîne est devenue la chaîne de tout le monde. C'est une chaîne qui est en train de montrer et qui est en train de monter. Et je pense qu'avec cette émission, nous pouvons avoir la chance d'édifier, d'éduquer beaucoup les jeunes Camerounais. Dans tous les cas, merci bien Christian Noël Kaldjob. On va souhaiter beaucoup de bonheur aux futurs mariés du côté de Douala. On va aussi dire que le week-end dernier, la capitale s'appelait également Fumban, voilà, où on inaugurait justement ce musée mythique de ce côté-là. C'est une architecture qu'il faut saluer également et une plus-value pour notre pays lorsqu'on sait que l'Ongon est désormais inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est aussi une chose à saluer sur ce plateau pour tous ceux-là qui nous regardent. Ils sont dans leur bureau, ils sont peut-être dans une buvette, dans un restaurant, ayant la grâce de pouvoir se mettre quelque chose sous la dent. Bon appétit. Et surtout, ne zappez pas pour nous sur ce plateau puisque tout le monde a été présenté. On va repartir du côté de la réalisation. Question d'entrer directement en kiosque pour ce matin. Eh bien, de retour sur ce plateau, belle ambiance déjà qui se vit sur ce plateau. Mais on est avec vous, fidèles téléspectateurs, et pour vous faire profiter au maximum, pourquoi pas vous faire redécouvrir les différentes titres et tout simplement les unes abordées par nos confrères de la presse écrite. Ça se passe avec les journaux. On commence par parler de la CEMAC avec le journal de Serge Alain Boyomo. Il s'agit de mutation, d'accord sur les désaccords, pointe donc le journal Mutation en kiosque ce matin qui nous informe que la dernière conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale remonte à la surface des divergences sur la distribution des postes au sein des institutions communautaire. L'information est détaillée en page 7, mais reprise en cœur par Terre Promise Hebdo ce matin qui nous parle de répartition des postes à la CEMAC, une rotation imparfaite. Le journal nous dit que l'opinion prise en faveur de la rotation des postes montre ses limites et laisse donc transparaître que quelques frustrations, les chefs d'État de la sous-région tentent d'y remédier. Allez donc dans les journaux, dans ce journal pour découvrir l'essentiel de cette actualité. On va chiffrer un peu pour parler du sérail avec Ferdinand Ngongo, collaborateur loyal ou faiseur des rois par procuration. Questionnement qui est donc proposé par Média d'Afrique de l'Indignam ce matin, qui le journal de nous dire que le ministre d'État SGPR depuis 2011, ce natif de Minta, département de la Haute-Sanaga, cristallise les attentions adulées par les uns et flattées par les autres. Ce collaborateur de Paul Biya, nonobstant tous les vents contraires, reste loyal et droit dans ses bottes. Sa longévité, 13 ans, sans discontinuer
au poste donc le plus convoité de la haute fonction publique se justifierait par son sang-froid et sa relative distanciation avec la mondanité. Voilà, nous dit le journal. Pour être un peu plus précis, il faut donc se rendre en kiosque pour avoir le journal et mieux s'informer. Grand Angle ce matin nous parle des travaux publics. La boucle de la Lequier, Emmanuel Nganoundou Messi prescrit l'accélération des travaux. C'est donc une information qui nous vient de ce journal, alors que les travaux doivent pouvoir s'intensifier progressivement. Ce sont les instructions données par le ministre des Travaux publics, surtout en ce qui concerne les travaux du dit chantier. Même si les travaux vont bon train, l'ingénieur de l'État exige que les pieds soient donc appuyés sur l'accélérateur afin que les délais de livraison soient respectés. On parle de la monnaie vers la fin du franc CFA. C'est un questionnement que nous propose Camer Presse en kiosque ce matin, qui nous indique qu'avec l'arrivée à la tête du Sénégal de Bassirou Diomaye Faye, qui avait promis à son peuple la sortie de cette monnaie hérité de la colonisation, doublée à la nomination du ministère de l'économie d'un profondeur de la dite monnaie, le franc CFA semble mal parti en Afrique noire, même si un journal tchadien parle de langue de bois de la France. Les désagréments de la métropole vient d'être confirmé par le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné. Donc, revue des visages anti-franc CFA avec les précurseurs, l'économiste camerounais Joseph Tchoundjang Pouemi et le béninois Kémy Seba dans les colonnes de ce journal. On poursuit parlant des projets financés par la BAD avec le quotidien L'économie qui pour sa part à sa grande une pointe des couacs dans la passation des marchés. Il existe un flou dans les procédures que le Cameroun et la banque entendent bien élucider, notamment en ce qui concerne les projets routiers. C'est donc une que nous propose le journal en page 3 de feuilleté. Cameroun Tribune, le journal national, nous parle des services consulaires, le public le plus de la digitalisation. Le Cameroun a donc accueilli entre le 30 avril 2023 et le 30 mars 2024 près de 160 000 visiteurs ayant reçu des e-visas. C'est l'une des retombées du processus de modernisation des opérations dans le secteur qui connaît un coup d'accélérateur après la construction d'un centre de transformation digitale du MINRES dont la première pierre sera donc posée ce jour. Information à suivre et précisée en page 6 du journal de Marie-Claire Nana. Innovation à son édition spéciale parle du collectif du barreau de demain qui propose dans des amendements. Le journal nous dit que la réforme de la loi de 1990 organisant la profession d'avocat, l'intégralité des amendements, les propositions fortes pour améliorer les conditions d'exercice des avocats, c'est à retrouver de la page 2 à la page 12 de ce programme qui en a fait son actualité majeure. Parlons d'Eneo à présent avec le journal La République de Timothée Somba Bena qui pointe à sa grande une président Paul Biya. Sauver les Camerounais de la mafia d'Eneo. Le journal Le National vient embrayer sur cette information qui parle plutôt de dette d'Eneo vis-à-vis des entreprises publiques et autres du 31 décembre 2023. Le journal en nous présentant quelques entreprises qui ont besoin de voir leur solde être compensé par Eneo. Le journal nous dit qu'en allant pavaner sur les antennes de la télévision nationale externe, frein à son incapacité d'Eneo qui croque 2 diamants de francs CFA par semaine au titre des factures des administrations
publics dont la majorité, curieusement, ne dispose pas des compteurs, n'a pas dit que l'État, quant à lui, à travers les entités publiques que sont Sonatrach, Sonara, EDC et plusieurs autres entreprises aux concessionnaires du service public de l'électricité, des créances d'un montant de 328,504 milliards de francs CFA au 31 décembre 2023. Le journal nous dit que zéro expansion de réseau, les consommateurs supportant la totalité des coûts des nouveaux branchements. Il y a beaucoup à redire quant à la façon d'Eneo de gérer donc ces factures, et le journal conclut en disant Eneo, mauvais payeur. On continue avec en société, cette fois-là, parlons de l'affaire Martinez-Zogo avec le journal de Carole Tamba qui a sa grande une pointe. Pas de retransmission en direct du procès. C'est donc la sentence, on va le dire ainsi, du tribunal militaire de Yaoundé qui a donc rejeté la demande des avocats de la défense de retransmettre le procès en direct dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. Plus de détails, c'est à retrouver en page 100 du journal. Le quotidien Réalité Plus de Paul Ngouare Kindi nous propose donc toujours en société en sa seconde une devant les gendarmes. Landry Batek Yebel montre comment il a tué sa mère, la journaliste Luisette Ngo-Niebel. La reconstitution des faits, apprend-on, a eu lieu le 15 avril 2024 à Yaoundé devant une escouade de gendarmes. L'information se complète de la page 6 à la page 7. Parlons santé et gouvernance pour parler de la couverture santé universelle avec presse gouvernance en kiosque ce matin. Le docteur Albezé démasqué par la société civile. Le journal nous apprend qu'un acteur de terrain fait de vrais diagnostics de la situation actuelle de la césure telle que vécue par les parents. La lettre du spécialiste en économie de la santé, battue en brèche par Dimitri Bellé, le membre de la société civile démonte point par point la lettre du docteur Albert Zé adressée au président de la République. Ces contradictions sont dévoilées donc par une réponse explosive du promoteur du Salon international de la maternité et de la petite enfance. Et le quotidien de la santé, le quotidien Éco-Santé, nous parle plutôt de la campagne nationale de riposte contre la fièvre jaune. Et le journal nous dit que il s'agit de 373 1321 personnes à vacciner en Johor, Parmé, Nganga et Tinière dans la Damawa. Ces chiffres sont donc connus dans le dossier de presse de la campagne de riposte contre cette maladie. À une journée de la fin de la campagne, les acteurs sur le terrain multiplient donc les stratégies afin de faire du 100% dans cette atteinte des objectifs. Et si on terminait avec le journal Le Telegram News qui, pour sa part, à sa grande une, parle des Jeux africains d'Accra. Le président Paul Biya félicite Mouélé Kombi, apprend-on de ce journal en adressant une correspondance au ministre des Sports et de l'Éducation physique. Après les Jeux africains d'Accra, le chef de l'État Biya confirme qu'il fait encore entièrement confiance au professeur Narcisse Mouélé Kombi. Beaucoup de lauriers glanés donc lors de cette compétition, de ces Jeux africains d'Accra. Ainsi va la République en ce jour aller en kiosque ou tout simplement sur les plateformes numériques pour vous informer, mais davantage pour faire vivre la presse camerounaise. Retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, nous sommes une fois de plus heureux de vous savoir nombreux à regarder ce programme de la mi-journée sur Cam10 Télévision, la télévision républicaine. Avec vous, nous allons donc patauger dans ces différentes actualités selon le choix fait par mes invités présents sur ce plateau. Et on va commencer par vous, puisque vous me regardez avec autant d'intérêt. Christian Noël Kaldiop. Oui, moi je vais prendre le journal Réalité
avec Langri Batek Yebel qui a assassiné sa maman. Oui. Et bon, c'était hier où on montrait la reconstruction des faits, où il était en train d'expliquer comment il a fait pour assassiner sa maman. Il a expliqué qu'il est arrivé à la maison, après quelques questions, on n'était pas d'accord, il a pris sa maman, il a même enlevé 900 000 dans son compte. Après ça, il a d'abord assassiné sa maman, il est rentré avec ses amis, ils ont bu, il est encore rentré pour découper et mettre dans les sacs. Vraiment, cette actualité m'a fait tellement mal. Et on s'est interrogé comment. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'était le fait qu'on explique que l'année passée, il avait assassiné sa grand-mère et la maman n'a rien dit. La maman a œuvré pour qu'il ne soit pas condamné. Cette actualité met en cause aussi beaucoup de facteurs. Oui. Beaucoup de facteurs, des mamans qui essaient de protéger. Je pense, j'ai eu une maman qui était très honnête, mais il avait un de ses fils qui était très malhonnête. Mais à chaque fois qu'il volait, la maman était toujours en train de dire non, on était ensemble, il a dormi, on n'aime pas mon fils, on n'aime pas ce. Je voulais seulement dire aux mamans que on accouche les enfants, on n'accouche pas le cœur. Si vous avez un fils, ne mourrez pas pour votre fils. Voilà une maman qui meurt. Si ce qu'on dit est vrai, qu'il a assassiné, lui-même l'a reconnu avoir assassiné sa grand-mère, parce qu'il dit qu'il ne sait pas, quand au moment des faits, qu'est-ce qui est arrivé dans sa tête, il ne sait même pas. Et peut-être qu'il y a un mauvais esprit, donc c'est un peu ça justificatif. Et moi, j'étais un peu sidéré de constater que comment une maman, quelqu'un peut assassiner ta mère. Si ton fils assassine ta mère, tu laisses ton fils, tu dis, tu fais tout. Maintenant, te voici alors, ce même fils t'a assassiné. Vraiment, je dis seulement aux femmes de faire très attention. On peut éduquer, on peut donner tout à l'enfant. Mais si l'enfant est assassin, il ne faut jamais protéger votre enfant. D'accord. Les faits sont déjà avérés puisqu'il y a eu reconstitution des faits. Et justement, cette caméra qui a permis donc d'avoir une piste, parce que lorsqu'on a regardé après avoir trouvé ces valises, on a donc regardé la caméra, on a donc vu la personne qui a donc jeté les valises, et on a donc passé cela à la reconnaissance au niveau de la famille. On a dit mais c'est son fils, c'est comme ça qu'il a été appréhendé. Et il est passé aux aveux hier, donc il y a eu reconstitution des faits, et même du côté de la grand-mère, parce qu'il est aussi allé dans la maison familiale où la grand-mère était. Il a aussi montré comment il a asphyxié la grand-mère, c'était en novembre dernier. Et donc, on se retrouve là avec un problème véritable, parce que on connaît l'amour d'une mère. Et beaucoup de gens font de cela un slogan et parfois veulent donner plus de poids à cet amour qu'il n'en est. Est-ce qu'il faille vraiment soutenir son enfant lorsque son enfant commet des gaffes, des boutes, que son enfant se comporte mal? Est-ce qu'il n'est pas préférable pour une bonne éducation de savoir punir, fouetter, discipliner son enfant au besoin? Alden Gatchou. Vous savez, Claudia, ce problème est un problème de société qui nous révèle beaucoup de failles. La première faille, c'est le système éducatif. Vous savez, aujourd'hui, l'éducation est abandonnée au seul chef des enseignants et de la société. Vous savez, aujourd'hui, c'est beaucoup plus la société qui éduque nos enfants. Oui. Ça, c'est primo. Maintenant, de deux, la société est également à l'origine de tout cela, parce que, nonobstant ce cas qui pourrait s'apparenter à un cas isolé, la mère Kamezé, on a des familles où les parents sortent très tôt et n'éduquent pas les enfants simplement parce qu'ils doivent chercher de quoi ces enfants vont manger. C'est-à-dire qu'on revient donc à la base, la famille, l'éducation. Vous savez, on dit que chaque enfant qu'on enseigne, qu'on éduque, est un homme qu'on gagne. Maintenant, comment faire pour éduquer dans un contexte de précarité, dans un contexte propre au Cameroun? C'est très compliqué. Maintenant, pour revenir à cette situation, moi, ce que je vais dire, il n'y a pas que les mères. Moi, je vais interpeller d'abord les différents membres de famille. Oui. Je vais nous interpeller parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les familles et qu'on refuse de dénoncer, qui, à la longue, créent beaucoup de problèmes. À la fois des problèmes psychologiques, si ce n'est sur certaines personnes, même sur les auteurs. Vous voyez, par exemple, quand je prends les viols. Est-ce que vous savez que dans des familles, il y a des parents qui violent leurs enfants et tout le monde connaît, mais on refuse de dénoncer. Ça perdure. Vous savez qu'il y a des familles où les enfants se retrouvent en train d'être à la fois d'avoir pour père de leurs enfants leur papa. Donc ce sont des phénomènes de société que lorsqu'on ne dénonce pas,
ça nous crée beaucoup de problèmes. Donc la première des choses, c'est qu'il faut dénoncer. Dénoncer pour qu'on trouve déjà des solutions et qu'on commence à réfléchir. Comment faire. Imaginez-vous un soir peu cette consoeur, si elle avait dénoncé son fils lorsque cela s'était passé. Ça veut dire qu'on l'aurait pris, qu'on l'aurait envoyé en prison, pas parce qu'on voulait, mais pour prévenir un ensemble de choses. Aujourd'hui, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Ça, c'est maintenant de deux. Il faut pousser l'analyse de l'un. Aujourd'hui, vous savez, on a tendance à reléguer nos cultures au second, en arrière, sous prétexte que non, il faut prier Dieu, il faut les blancs. Vous savez que la culture est tout ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Quand on voit un type qui agit comme ça, il faut fuir les origines culturelles. Et je crois, si je me trompe, ça doit être de Bassa. Donc vous savez que c'est des peuples où il y a des choses que lorsqu'on fait, on paye cash. C'est-à-dire que lorsqu'on fait, on paye cash. C'est-à-dire qu'il faut questionner, pas seulement les Bassa, même chez nous, partout. C'est-à-dire qu'il faut questionner qu'est-ce qui se passe. Est-ce que l'enfant était psychologiquement stable? Est-ce que, vous savez, aujourd'hui, on a tendance à dire que bon, la culture c'était pour les vieux, mais la culture est tout ce qui nous reste, ce qu'on a tout perdu. Voilà, on va quand même questionner, est-ce qu'au final, cet enfant, Hector Abia, est-ce qu'au final, cette maman n'était pas donc victime de ce monstre qu'elle a éduqué elle-même? Parce que lorsqu'on comprend, on essaye d'écouter la chose, on comprend que la maman aurait décidé que finalement, parce qu'elle s'est rendue compte qu'en arrivant chez son fils, il y avait des appareils, des trucs qu'elle avait achetés, mais qui n'étaient plus là. Et lorsqu'elle s'est rendue compte qu'une fois de plus, ce garce a certainement vendu cela, elle a donc dit à son fils que je ne paye plus rien, je ne te fais plus rien, j'arrête de te donner l'argent, maintenant tu vas te battre toi-même. Et justement parce qu'elle a décidé, elle a pris ses décisions, elle en a payé de sa vie, parce que c'est en ce moment qu'il décide donc d'asphyxier sa maman et de continuer sa sale besogne. Est-ce que finalement ce n'était pas une maman qui était au fur et à mesure que le temps passait, était devenue prisonnière de la façon dont elle a éduqué son enfant, était maintenant obligée de céder à tous ses caprices? Elle y était obligée, mais le problème fondamental ici, dans cette affaire, Claudia, et le PCN là, dans son programme politique, le fédéralisme communautaire, c'est l'assise ethnique, le clan, la famille. Aujourd'hui, je parie que dans la société camerounaise aujourd'hui, il n'y a pas deux Camerounais ou bien 5 qui peuvent vous donner leur généalogie sur 5-6 générations. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que cette substance-là, le clan, la famille, qui je suis, d'où je viens, quand vous avez cette éducation, l'ethnie, le clan, la famille et la communauté, vous savez que je suis un enfant et à partir de telle communauté, même les valeurs que vous avez, quand vous éduquez votre enfant, les valeurs que vous lui inculquez, ce sont les valeurs de la famille. Et c'est quelque chose qui manque aujourd'hui au Cameroun. Au Cameroun aujourd'hui, chacun fait son enfant comme il veut, il décide comme il veut. Une femme peut dire non, c'est mon enfant, elle s'en fout du père et tout. Donc il y a cette disparition du socle familial. Donc le PCN dans son programme, le fédéralisme communautaire, revient à instituer la famille comme socle de la vie publique et de la vie politique. On a entendu des gens dire que c'est la bancanisation et le retour en arrière. Non, certes c'est un retour en arrière, mais une société qui n'a pas de valeur tribale, familiale, et une société qui est perdue et qui va à sa perte. Donc, pour le cas de la dame, elle a entretenu un monstre. Parce que nous tous ici, nous sommes des enfants. On était soit bastonnés, soit torturés par des mamans qui disaient, quand tu as fait une mauvaise chose, c'est elle qui arrive en arrivant soit à l'école ou devant des autres. Elle demandait aux aînés du quartier de te tabasser pour gagner un homme. Nos surveillants à l'école, on demandait souvent de fouette, franchement. Oui, donc ça veut dire qu'avant même qu'elle n'arrive, parce que quand tu dis que non, on va appeler ta mère, bon, ça va. Commencer par me tuer ici, là, parce que quand elle-même va arriver, c'est grave. Donc elle, et c'est le propre de beaucoup de parents d'aujourd'hui qui ont, parce que déjà la société est délétère. Il y a un manque, aujourd'hui on parlait du panier de l'aménagement, on parlait de la vie sociétale qui est devenue très chère et tout. Donc les parents aujourd'hui sont captivés par le fait de chercher de l'argent. Bon, quand on passe sa vie à chercher de l'argent et qu'on ne pense plus à l'éducation et qu'on délègue l'éducation aux encadreurs, donc aux enseignants et autres, et même quand ceux-là veulent vraiment donner une bonne éducation aux enfants,
les parents arrivent. Le fouet. Oui, les parents. Et puis les punitions même. Non, les parents arrivent. Les nouveaux parents d'aujourd'hui, c'est de la génération des années 90, 2000, qu'ils arrivent là, qui t'a demandé de fouetter mon enfant et tout. Donc, c'est donc ça. Ça nous donne aujourd'hui cette société que nous avons. Quand vous êtes dans la rue aujourd'hui, vous avez des enfants de 15-16 ans. Quand vous voulez leur parler, ils disent non, c'était avant. Donc, il n'y a plus ce respect. Pourquoi il n'y a plus de respect? Parce que le clan, la famille est sorti de l'éducation nationale. Donc, c'est question d'aujourd'hui pour interpeller le chef de l'État et les gouvernants aujourd'hui, remettez la famille au centre de l'activité. Oui. Tant qu'on ne remet pas la famille, parce que tout ce que nous faisons dans cette vie, c'est pour la famille. Si déjà toutes les actions de la société qu'on mène aujourd'hui, on ne met pas la famille au centre, nous sommes en train d'aller dans une société en perdition. Déjà que nous y sommes, bon, en 2025, les choses changeront. Il y a encore un moyen de secours ou tout simplement de salut. Dans tous les cas, on l'espère parce que la famille est le socle même d'une société. La manière dont se porte une famille ou tout simplement l'état de santé d'une famille révèle en réalité l'état de santé d'une société. Mais on a quand même, lorsqu'on a écouté cette actualité, on a vu un jeune homme qui était un tout petit peu désolé parce qu'à un moment, il semblait pleurer. Il se disait, je ne sais pas ce qui me possède, ce qui m'a pris pour donc faire cela. Et on se dirait que peut-être ce gars a des problèmes de santé mentale. Peut-être il est malade depuis d'ailleurs, parce que selon son beau-père, depuis qu'il est petit, on a remarqué justement de la violence en lui. Est-ce que ce garçon ne souffrirait pas? Mais dans notre culture, comme on n'a pas la faculté ou tout simplement cette façon d'aller consulter aisément les psychologues, les psychiatres, c'est une maladie qui a donc pris de l'ampleur et a poussé aujourd'hui à ce qu'on observe là. Oui, Claude, avant de répondre à cette question, je voudrais dire, vous savez, l'éducation a ses trois acteurs, les trois acteurs principaux. Il y a l'école, il y a la famille et il y a l'environnement où on se retrouve. Maintenant, l'environnement étant l'élément absorbant, ça veut dire que lorsque l'enfant ne part pas à l'école, son temps d'école, c'est l'environnement qui absorbe. Lorsque les parents n'ont pas le temps de faire leur travail, ce sont les voisins, l'environnement est toujours là pour absorber le temps perdu. Donc, lorsque vous ne fréquentez plus, lorsque vous n'avez plus les parents, c'est l'environnement qui vous éduque. Bon, maintenant, lorsque nous revenons, nous voyons quand même que bon, quand il s'est exprimé, on dirait quelqu'un qui a des problèmes mentaux aussi. Mais lui n'a pas parlé de ça, il a parlé beaucoup plus des problèmes spirituels. Ouais, mais les problèmes spirituels sur le plan légal ne vont pas résoudre ce problème, puisque sur le plan légal, on n'a même pas besoin on va se bon, ce qui est sûr, il bénéficie toujours de la présomption d'innocence, puisqu'il n'a pas encore été condamné. Mais ce qui est sûr, son point de vue devant un tribunal n'a pas sa place. Mais on peut l'accorder. Peut-être si c'était dans les grands pays, on pourrait déplacer plutôt un psychologue pour venir l'encadrer, mais on ne pourrait jamais le laisser sortir. Est-ce que forcément on a besoin d'un grand pays? Parce que on a tout l'air que ce jeune homme a quand même besoin d'accompagnement. Et d'ailleurs, c'est ce qui devrait être pour ces grands, ces personnes qui commettent souvent ce style d'acte. Il y a souvent un problème sous-jacent qui, à un certain moment, a été nourri, n'a pas été pris en charge. Et on se retrouve parfois à devenir psychopathe et à commettre des actes. Je pense que pour son cas, l'accompagnement, si on a les moyens, c'est accompagner les jeunes qui n'ont pas encore atteint ce niveau. Parce que lui, là, comme il est là, ce crime-là, je pense que... Mais il peut aller en prison et ressortir, devenir pire. Non, il va alors commettre des choses. Avec deux cas. C'est une âme, en tout cas, c'est une âme qu'il faut sauver. C'est une personne aussi qui peut se raviser. Dans tous les cas, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même regarder ce volet et se dire que pourquoi pas faire un tour à Jamon, alors appeler le docteur Laure Menguene, qui est justement sous-directeur de la santé mentale au MinSanté, pouvoir essayer de consulter ce monsieur et puis essayer de déceler quels sont les mobiles pour que quand même on ait une personne meilleure, même s'il sera certainement condamné. Pas mal pour la publicité, vous voyez. Je ne connais pas le docteur Menguele, mais je sens qu'en t'entendant parler, il doit être vraiment expert dans son domaine. Ce que je veux dire, c'est une dame, et d'ailleurs c'est elle qui gère le village de l'amour à l'hôpital Jamon de Yaoundé. En effet, je pense que nous gagnerons à accompagner, vous savez, aujourd'hui avec... les contraintes que nous impose la société. Oui. Même nous ne sommes pas stables mentalement.
Ouais. Parce que quand tu penses que tu vas rentrer et que tu n'as rien pu gagner pour nourrir la famille, tu deviens instable. Donc je crois qu'il n'a pas que lui qui a besoin d'assistance. Nous tous, nous avons besoin d'être suivis par cette dame, expert du côté de l'hôpital Jameau, pour pouvoir être un peu stable mentalement. Et donc, moi je crois que pour être plus sérieux, nous gagnerons à être de bons éducateurs pour nos enfants. Parce que, je vous l'ai dit, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Et les enfants ne sont que le reflet de notre enseignement et de la société. Aujourd'hui, c'est de lui qu'on parle. Demain, on pourrait... Donc, pour que ça cesse, il faudrait que nous, parents, nous soyons d'abord honnêtes. C'est-à-dire que pendant que nous enseignons, si on se rend compte qu'un de nos enfants ou un individu, on dénonce pour qu'on puisse prévenir d'autres types de décès pareils. Ou alors ça peut être pire. Donc moi, ce que je dis, c'est que nous devons gagner à travailler sur l'éducation. Peu importe le niveau, surtout que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de la société. Parce que la société, comme il a dit, est le plus grand des enseignants. Et aujourd'hui, vous voyez cette image passe un peu partout. Et on a des jeunes qui voient la télé. Ils peuvent s'imaginer que parce qu'il y a un mécontentement, on doit punir avec la dernière énergie. Pour que ceux qui regardent sachent que celui qui avait fait ça a été puni. Et ils ne doivent pas tomber dans les mêmes phrases que... Et les parents qui passent le temps à cacher. Moi, j'interpelle tous ces parents de dénoncer. Parce qu'eux-mêmes peuvent être... Parce que la maladie qui a attrapé le cacao finit toujours par attraper le café. Et pour éviter que cela arrive, nous devons être de bons pédagogues. D'accord. Revenir aux fondamentaux même de l'éducation de la part des parents, de la part des jeunes. Il y a beaucoup de travail à faire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec une société qui va à la vitesse de la lumière, est-ce qu'il est possible de rattraper encore beaucoup de choses et de mettre au cœur donc des préoccupations des parents, l'éducation de leurs enfants avant le gain? Oui, Claudia. Claudia, vous dites tout est un problème de volonté politique. Tant qu'aujourd'hui nous n'avons pas cette volonté politique, parce qu'il faut voir comment nous avons été construits. Nous avons été construits sur la base, nous allons dire ici, d'un décret venu des Nations Unies. C'est comme ça que nous avons été construits. Donc, aujourd'hui, en allant dans l'occidentalisation, on a oublié notre propre identité à nous. Parce qu'on a voulu être comme des Occidentaux, on a perdu nos propres valeurs. Donc, c'est pour ça que dans le programme politique du PCN, on veut ce retour donc à notre identité personnelle. Quelle est l'identité que le Cameroun renvoie à l'international? C'est ce problème que nous avons aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, cette course à l'occidentalisation nous a fait oublier le sens de la famille, dans le sens des valeurs. Nous n'avons plus une société de valeurs. Pourquoi? Il faut soit... les jeunes n'ont pas des jeunes aujourd'hui. C'est le copaniste qui disait qu'il a retiré 900 000 pour aller d'abord au snack, boire et venir découper sa maman après. Donc ça veut dire que cette occidentalisation, est-ce qu'on m'a vu? Est-ce que je suis comment on dit, trivialement au quartier, est-ce que je suis le président? Le président, celui qui donne autant de bière, autant de ceci, autant de cela, parce qu'il faut tout faire pour les yeux des gens. Et pourtant, dans la tradition, dans notre façon de vivre commune, on pense d'abord à la famille, à l'essor de la famille, à l'essor du clan, et directement à l'essor de la nation. Donc, le problème de ce jeune homme nous ramène donc à notre problème de société. Quand vous voyez des hommes qui préfèrent être multimilliardaires par dans les caisses de l'État au lieu de penser nation. Parce qu'on va prendre ça entre dans ce genre de crise. Oui. C'est parce que là, c'est une vie. Il a pris la vie de sa mère. Et de sa grand-mère aussi. Et de sa grand-mère. Donc, il a enlevé une famille sur 2 générations. Parce que ce qu'il faut oublier, c'est que, regardons, ces 2 générations qui sont parties par le biais d'une seule génération. Donc, il a enlevé la vie à 2 générations de sa famille. Donc, ça fait deux générations de son arbre généalogique que lui-même, il décide d'exterminer. C'est un problème qui doit nous pousser à une grande réflexion. Parce que certains prennent ça banalement, ils se disent, bon, 800 cas, il faut au diamant et tout. Mais c'est un problème de société. Et des cas comme celui-là, aujourd'hui, moi je suis sûr que son cas, le cas de Dame Yebel, fait écho, parce que c'était un nouveau confrère. Dans notre société aujourd'hui, s'il faut regarder, s'il faille regarder, comme le disait l'aîné sur le plateau, s'il faille regarder dans la société, ce ne sont pas un cas isolé. Parce qu'on a perdu les valeurs. Oui, il y a beaucoup de cas. Oui, il y en a tellement beaucoup que nous devons donc
nous qui prenons la parole aujourd'hui pour éduquer les masses, pour parler au nom des populations, parce que nous avons cet honneur et cette grâce-là, revenons à notre identité personnelle. Qui je suis quand je me présente? Je suis Abia Hector, fils de M. Abia Biachar, le petit-fils de M. Abia Mbata. Tu te présentes en donnant ta généalogie et quand tu l'enseignes à tes enfants, tu leur enseignes aussi sur la génération. Mais quand déjà tu décides de faire ombrage, hein, à ta lignée. Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Donc c'est cela qu'il faut revenir. Mais merci beaucoup, mais je vais quand même insister. Il faudrait quand même qu'on voie un peu le côté psychologique parce que tu peux pas tuer ta maman, tu enlèves 800 000 dans son téléphone, tu peux acheter une PlayStation. Et puis des choses, vraiment, tu te demandes que mais ce monsieur, est-ce que il a mis la notion il doit aussi beaucoup prier. Il doit beaucoup prier, justement. Il faut beaucoup prier. On va sortir de cette actualité. Vraiment, prions beaucoup aussi pour nos enfants et pour nos générations parce que ça va à la vitesse de la lumière. Beaucoup de choses qui ne plaisent pas à entendre au fil du temps. On va parler d'autres choses. On va choisir votre une. Oh, j'ai envie de prendre la une. Je voulais rester chez Ngouaré, mon très cher confrère, mais je préfère prendre la une de Télégramme qui semble avoir eu la même une que lui pour changer de journal. Je vais prendre la une de Télégramme. Cette une qui parle de lettres de félicitations au ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moelle Kombi. Voilà, le président Paul Biya félicite Moelle Kombi. Je crois que c'était pour les Jeux africains d'Accra au Ghana, avec les médailles qu'on a engagées sur ce côté-là. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, effectivement, il faut qu'on cesse de distraire le peuple. Qu'on cesse de distraire le peuple avec des choses qui n'ont pas, à mon avis, lieu d'être. Le Cameroun a fait une belle prestation, effectivement, qui mérite des salutations et qui mérite d'encouragement. Mais je pense que, sans toutefois donner des coups à mes confrères, je pense que l'opportunité, au regard de l'actualité qui prévaut, moi, je ne trouvais pas l'opportunité de le faire. Est-ce que c'est pour dire que, tel qu'il a été félicité, ça veut dire qu'il gère bien, ça veut dire qu'il gère bien le sport camerounais et qu'il a l'onction de la hiérarchie quand il commence à faire tout ce qu'on voit à la FECAFOOT. Moi, il faut éviter tout ce type d'analyse. Parce que ce que ça veut renvoyer, ça veut dire que, puisqu'il est félicité, ça veut dire que même le cas de la FECAFOOT, il le gère très bien. Or, on sait tous que, bien que nous ayons mal du type de gestion qu'on observe à la FECAFOOT, parce qu'on a l'impression que c'est une gestion des règlements de compte, une gestion du béni-oui-huitisme et tout ce qui va avec. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons encenser à Mondio Vision tout un ministre qui quand même, qui est censé, qui enseigne le droit, bafouer le droit sur des prétextes d'un discours qui, ma foi, je leur concède, fait foi. Parce qu'aujourd'hui, le discours fait foi. Parce que le chef de l'État a parlé, ça fait foi. J'aimerais que demain, que les mêmes, lorsque le chef de l'État va prendre un autre discours pour peut-être dire qu'on fait les élections présidentielles avant les législatives et les municipales, que ça fasse aussi foi et qu'il n'y ait pas des éclats de voix. Donc c'est ce que je voulais dire. D'accord. On arrive... Parce qu'on se retrouve en train de normaliser les cas et d'écarter la norme. C'est vrai que ça prête un peu à équivoque parce que on parle d'un fait précis des Jeux, voilà, des Jeux africains d'Accra où le président, dit-on, aurait donc félicité le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Mais nos confrères ont tout fait d'essayer de joindre pour essayer de nous faire, de laisser ce suspense planer que, bon, comme vous avez parlé à ce qui concernait donc la FECAFOOT, voilà donc l'onction qui a posé et qui est à Mondio Vision, au ministre. Dans tous les cas, je ne suis pas contre, mais est-ce qu'il fallait forcément faire un lien? Est-ce qu'il fallait forcément se positionner pour montrer que telle autre personne a mal fait d'agir comme elle aurait agi? Non, moi je pense, on va revenir. Je pense que chaque chose a son temps. Je pense que les faits sont tellement bien spécifiés que chaque acte que vous posez, on peut vous condamner ou bien on peut vous féliciter par rapport à ça. Donc ici, de manière spécifique, la lettre ne parle pas de la FECAFOOT ni du football. La lettre est bien spécifiée. Mais maintenant, c'est le ticrage. Vous voyez, quand on a vu ça, que tout le monde a pensé que le chef de l'État, vraiment, sur cette affaire, a déjà, c'est une conclusion pour le chef de l'État. Le chef de l'État
a vraiment indiqué. Il y a même les noms de monsieur Essémé qui a fait dans le 100 mètres, donc à travers la lettre. Donc on a même spécifié par rapport à ce que le chef de l'État voulait dire. Le chef de l'État voulait remercier le ministre des Sports pour les prestations des Camerounais qui ont participé aux Jeux africains. Ça n'a rien à voir avec l'actualité qui est aujourd'hui. C'est seulement que la lettre sort lorsque nous avons cette actualité où on se pose la question, parce que c'est ce que je vous avais dit ici, que les Lions indomptables, c'est le seul moment, quand on regarde le match du Cameroun, c'est le seul moment où on n'a plus de posture, on n'a plus de statut social. Vous voyez, un ministre peut embrasser un fumeur, ou bien il peut embrasser un vendeur. Là, parce que nous aimons beaucoup notre football. Donc, quand on parle du football camerounais, tout le monde est concentré. Mais cette actualité qui vient aussi montrer que, oui, c'est vrai, le ministre travaille. Le ministre a été spécifié, a été félicité pour une action très, très précise. Maintenant, il y a beaucoup de choses. D'autres parlent du handball, d'autres parlent du football, mais il peut toujours avoir les couacs. On n'est jamais parfait. Mais nous attendons une conclusion pour notre football et notre FECAFOOT. C'est vrai que ça ne sert à rien de revenir sur cette actualité tout le temps. Ça ne sert à rien, mais chaque actualité, cette actualité va seulement nous faire revenir dessus. Mais pourquoi vous attendez encore une suite à ce qui concerne le football? Je crois que les choses ont été claires et le nouvel entraîneur est déjà en fonction. Et 72 heures ont expiré depuis. Le FECAFOOT devait donc proposer un nouvel entraîneur, dit-on, mais 72 heures ont expiré. À croire que finalement, ils ont donc fumé le calumet de la paix. Un homme sage sait pouvoir mettre de l'eau dans son vin. Et je pense que Samuel Eto'o peut être considéré comme un homme sage s'il n'est pas là en conflit avec la tutelle. Mais moi, je veux revenir sur cette une. Je reviens sur cette une parce que le président de la République est en train de féliciter la médiocrité. Ah bon? Oui. Pourquoi je dis que le président de la République est en train de féliciter la médiocrité? Vous avez une équipe, donc, une équipe olympique qui allait prendre des médailles aux Jeux d'Accra, mais qui ne peut pas aller aux véritables Jeux olympiques. La délégation du Cameroun aux Jeux olympiques sera peut-être la moins gagnée, peut-être avec 3 ou 4 athlètes. La faute à ce ministre-là qui n'a pas su organiser le sport dans son ensemble sur l'étendue du territoire national. Peut-être aussi au Comité national olympique du Cameroun. Donc, si on félicite la médiocrité dans un état, ça veut dire que nous sommes dans un état plein de lambeaux. Nous sommes dans un état qui est tombé. Depuis au moins ces 4 ou 5 Jeux olympiques, le Cameroun parvient une délégation de moins de 10 athlètes. Et pourtant, nous avons des champions olympiques dans certaines disciplines. Le football, la dernière fois que nous sommes arrivés aux Jeux olympiques avec notre équipe nationale de football, ça remonte à quand? Peut-être, on va dire, c'est 2004 ou 2008. Et pourtant, nous sommes champions olympiques dans certaines disciplines. En boxe, les boxeurs aujourd'hui, après ce qui s'est passé avec Assam Dam et autres, les boxeurs ne veulent même plus partir aux Jeux olympiques parce que l'intérêt s'est ingéré et autres. Et tout ça a donné ce que ça a donné, un véritable chaos. Dans toutes les disciplines sportives aujourd'hui qui participent aux Jeux olympiques, quelle est la délégation Cameroun? Quelle est la délégation camerounaise qui y va? Donc le président de la République est en train de nous dire, par sa lettre de félicitations, que j'aime ce qui est médiocre. Parce que nous, amoureux du sport, nous, amoureux de notre pays, quand on va regarder la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, parce qu'il y a une petite cérémonie qui a commencé aujourd'hui avec l'allumage de la flamme à Olympe en Grèce et tout, on va se retrouver avec la plus petite délégation, avec 4 ou 5 athlètes. Un pays comme le Cameroun qui regorge de talents. Quand il faut seulement regarder les FENASCO, au sud, les Jeux universitaires et autres, où sont tous ces athlètes et pourtant l'État dépense des milliards dans les Jeux FENASCO, dans les Jeux universitaires. Quel est le suivi qu'on donne à ces jeunes-là? Donc le président a envie de dire, mettez donc tous ces jeunes qui ont de l'espoir dans le sport, qu'ils arrivent au niveau de passer professionnel, bien en pro, qu'ils entrent dans le cimetière de l'oubli. Donc le président de la République, là, est en train de féliciter la médiocrité. Donc, je viens juste répondre d'abord à la une pour revenir à la question que vous m'avez posée sur le football. Non, très rapidement, on sort très rapidement. D'accord. Claudia, le football, comme tous les autres sports du Cameroun, fait vivre des centaines de milliers d'athlètes qui aujourd'hui n'arrivent pas à vivre de leur sport. Imaginez-vous
que des rugbymen revenus de Madagascar ont coupé pour prime d'entraînement 10 800. Vous allez défendre votre pays, vous revenez au ministère du Sport, vous donne 10 800. Votre famille qui sait que mon frère a pris l'avion, il est allé à Madagascar, il revient, vous donne 10 800. Est-ce que vous pensez que ces jeunes-là sont encore encouragés à faire du sport? Donc le président de la République, là, est encore de nous dire on ne veut pas de valeur. C'est pour ça que nous leur disons donc à tous ces jeunes qui sont dans tous les secteurs d'activité où on refuse qu'ils excellent dans leur profession. Prenez vos cartes d'électeurs, allons voter, défendons notre vote. Parce qu'en 2025, des choses doivent changer. D'accord, c'est vrai, il y a des problèmes au sein des fédérations. On a vu dernièrement au volleyball, on a vu ces déstabilisations de la part des joueuses qui étaient donc... qui s'en sortaient, qui étaient vraiment acclamés parce que beaucoup de personnes s'étaient rabattues sur le volley et disaient qu'au moins, si au niveau du football, ça ne donne plus, on peut se rabattre de volley. Mais à un moment, on a observé que ça n'allait plus. Dernièrement, c'est le handball où les handballeuses n'ont pas pu participer, n'ont pas pu voyager du fait que les documents soient arrivés en retard et autres. Il y a beaucoup de problèmes. Mais est-ce qu'il faudrait remettre tout ça sur les épaules du ministère des Sports? Est-ce que c'est forcément lui qui est donc la cause de tout cela? Il y a plusieurs personnes, il y a des fédérations, c'est à chaque niveau que les problèmes se situent. Vous savez, je n'ai pas personnellement un problème avec le ministre des Sports oui. et de l'Éducation physique. Ce que j'ai envie de dire, c'est que il fait tout ce qu'il peut pour que le mouvement sportif au Cameroun soit quand même assaini et sain, même s'il y a quand même au passage quelques attouchements visibles qui n'augurent pas de nature à mettre la sainteté. Vous savez, lorsqu'il est arrivé, il y a d'abord les assemblées générales électives, les élections sur les fédérations, on a vu, il a sorti des trucs. Bref, c'est de là où tous les problèmes ont commencé. Mais aujourd'hui, le ministre Nassir Moualé-Kombi est en train de se battre comme il peut pour redorer le blason du mouvement sportif camerounais qui, d'ailleurs, il convient de rappeler que c'est la tutelle des fédérations sportives qui n'est pas le patron des fédérations sportives, parce que les fédérations sportives organisent leur calendrier d'activité en fonction de leur appartenance. C'est-à-dire qu'en fonction, par exemple, du comité de l'Union, de la Fédération internationale de judo, pour parler du judo, de la Fédération africaine de judo, bref, chaque fédération a un cahier des charges impulsé par l'instance continentale et même l'instance mondiale. Je crois qu'aujourd'hui, le problème du mouvement sportif camerounais, c'est qu'on a beaucoup plus d'aventuriers et des personnes qui veulent se faire de l'argent rapidement et facile sur le dos des personnes qui travaillent à la sueur de leur front pour faire rayonner notre vert rouge et jaune national. Et donc, c'est un peu ça le problème. Aujourd'hui, il y a lieu, c'est vrai que le Comité national olympique et sportif du Cameroun organise beaucoup de séminaires de renforcement des capacités. Mais ça ne suffit pas. Oui. Je crois qu'il faut assainir le mouvement sportif camerounais et laisser les dirigeants sportifs manager les associations, les fédérations sportives. Moi, en réalité, quand je parlais de la une, c'était, vous savez, il y a un fake. Bon, je ne vais pas dire que c'était un fake parce que je n'ai pas, depuis le matin, eu l'occasion de vérifier l'information. Il y a des tracts qui circulent sur les réseaux sociaux, soit dit en passant qu'avec l'intervention de la première dame, Samuel Touré a eu raison et que le concret a remis à zéro. Bon, en fait, c'est par rapport à ça que je disais que vous voyez, quand on brandit ce type de une, c'est comme si on est en train de vouloir soutenir quelque chose ou aller en porte-faux par rapport à quelque chose. Moi, je n'ai rien contre le fait, parce qu'on dit qu'aux hommes, aux sportifs méritants, la nation doit être reconnaissante. Et moi, combien le premier est le sportif qui gère le ministère des Sports. Merci beaucoup. N'ayez pas donc mal lorsqu'on félicite une personne qui a bien fait son travail. On va sortir et on va choisir une autre une avec vous. Je pense que c'est la une de Vision qui parlait de la CSE, Comité Santé Universelle. C'est celle-là qui avait choisi. On parle peu des problèmes de santé au Cameroun parce que il nous revient que la semaine dernière, le directeur général de l'hôpital général de Yaoundé est allé faire un bilan de santé à l'étranger. Vous voyez donc à quel point notre système de santé est malade. Si vous êtes directeur général d'un établissement
hospitalier et que vous décidez d'aller faire un bilan de santé à l'étranger, ça veut dire que nous, Camerounais, nous sommes appelés à mourir. Il y a forcément des raisons. Peut-être il a un médecin, son médecin peut-être se retrouve de ce côté-là et la personne qui... Un bilan de santé, Claudia. Peut-être avec son médecin dans tous les cas. Oui, okay. On vous écoute. La couverture santé universelle, aujourd'hui, il faut comprendre que nous sommes au niveau de l'enrôlement. Oui. Donc, dépenser 23 ou 24 milliards juste pour l'enrôlement. Mais Claudia, nous sommes encore devenus fous, bêtes. Parce que les mêmes qui ont bouffé l'argent de la Covid nous disent que pour passer les simples SMS, les SMS à Orange, il faut 23 milliards pour que vous recevez le message de la CSE sur votre téléphone, le numéro de téléphone. Quand le docteur Albert décrit donc ce problème, vous avez des officines qui se montent au créneau pour dire il n'a pas le droit de parler. Un économiste de la santé, il vous dit la dépendance à l'être, les différences. Parce que même avant qu'on installe la couverture santé universelle, le docteur Albert nous a fait comprendre que dans notre registre aujourd'hui, où on n'a pas un suivi du fichier numérique des populations, il est difficile d'installer une couverture santé universelle. Difficile parce que le moyen ne s'y prête pas. Mais des hommes vont quand même, ils décaissent plus de 23 à 50 milliards de francs CFA. Et pour lancer des SMS, on vous donne des chiffres. On vous dit qu'il y a déjà 10 000 personnes qui bénéficient de la couverture santé. Mais donnez-nous d'abord les chiffres de ceux qui sont enrôlés. Oui, il y a les chiffres sont connus. Il y a environ 2 millions de personnes qui sont enrôlées et 3 millions qui sont pré-enrôlés. J'ai les chiffres ici. Ouais. Voilà, pour être plus précis, on parle de plus de 2 487 853 personnes qui sont enrôlées en un an et qui donc, quand on parle d'enrôler, sont des personnes qui peuvent déjà, bénéficier, qui ont cotisé les 2000 de requis. Qui bénéficient. Et donc, il y a 3 177 914 personnes qui sont pré-enrôlées dans des personnes qui ne bénéficient, qui n'entrent pas encore dans le palier de soins offert par la couverture santé universelle. Jusque-là, il y a un véritable problème dans cette affaire-là, parce que c'est un imbroglio total. Parce que déjà, dans un système de santé calamiteux comme le nôtre, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, pourquoi vous le traitez ainsi alors qu'il y a eu une évolution qui a été faite? Dans tous les cas chutés, on va permettre aux autres de dire un mot. Dans nos hôpitaux aujourd'hui qui sont des mouroirs plus que des hôpitaux. Wow. Mais je ne peux pas quand même qu'on dise que nos hôpitaux sont des mouroirs. Mais c'est ce qui est. Non, c'est pas ça, il faut dire, essayer d'habiller les mots quand même. Non, madame, moi je vais à l'hôpital, je ressors, je me porte bien. Madame Kodja, le premier fait quand vous allez dans un hôpital public aujourd'hui au Cameroun, si vous n'êtes pas gagné au moins des 50 000, vous n'aurez même pas un paracétamol. Pas forcément. Je ne suis pas d'accord avec ça. Bon. Je ne suis pas d'accord, vraiment. Je ne suis pas d'accord. Parce que nous fréquentons quand même les hôpitaux tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, l'État se demande pourquoi les citoyens préfèrent la pharmacopée de la rue. C'est parce qu'à l'hôpital, ils ne trouvent pas leur corps. La pharmacie de la rue prospère aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'hôpital ne rassure pas. Si l'hôpital ne vous rassure pas, comment est-ce que vous allez à l'hôpital? Parce que c'est le problème de couverture santé universelle. Pourquoi on ne s'y enregistre pas tant? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus confiance à nos hôpitaux. Parce que quand vous y arrivez, c'est un moyen pour vous, pour les infirmières, pas toutes, pour certains infirmiers ou bien pour certains médecins de vous escroquer, de vous prendre jusqu'à la lit. Donc aujourd'hui, nous, dans la majorité des citoyens, ils ne m'ont pas mandaté, mais ceux que j'ai rencontrés nous disent, non, on peut prendre le médicament de la rue, parce que là au moins, il nous prend bien et c'est moins cher. Donc parce que la vie est devenue tellement chère. Donc, pour dire au docteur Albert de continuer à mettre sur la place publique cette désirata de la santé publique. Et je lui souhaite tout mon courage. D'accord. On parle de la couverture santé universelle 12 avril 2023, 12 avril 2024, un an. Ça sonnait la semaine dernière. Et justement, hier, on était en train de faire une sorte de bilan. Pour vous, quel est le bilan de cette couverture santé universelle? 0 sur 20. Wow. Moi, en réalité, on ne peut pas... Déjà, il ne faut pas qu'on nous... On a encore confondre les termes. Parce que d'un côté, il faut qu'on soit sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Parce que parfois, quand ils donnent des chiffres, on a l'impression qu'on parle de couverture de maladie universelle. Alors, après, on revient, on se rend compte qu'on parle de couverture santé universelle. Le ministre de la Santé, le docteur Malouda Mahachi,
il a beaucoup de bonnes intentions au regard de son portefeuille. Il travaille, mais il a certains collaborateurs qui, à un moment donné, le distraient et qui ne comprennent même rien à rien. Parce qu'on ne peut pas parler de couverture santé universelle aujourd'hui pendant que, quand vous entrez à l'hôpital, aujourd'hui, il vous faut une certaine somme d'argent avant que vous soyez pris en charge. Oui. Mais c'est petit à petit, si vous regardez le palier de soins qu'offre la couverture santé universelle, on se limite à quelques maladies. On parle de la prise en charge du paludisme pour les enfants de 0 à 5 ans. On parle de la prise en charge des femmes enceintes, de la grossesse jusqu'à la Vous êtes dans les credos et les discours. Il n'y a que quelques maladies qui sont mais Claudia, vous pour êtes le moment là. Vous êtes dans les credos et les discours. La couverture santé universelle dont on aspire. Vous savez ce que c'est que la couverture santé universelle? Mais c'est petit à petit. Claudia, vous savez d'abord ce que c'est que la couverture santé universelle. On le sait, on le sait. Voilà, quand vous connaissez donc ce que c'est que la couverture santé universelle, vous comprenez que son applicabilité au Cameroun nécessite de grandes réformes et de grandes réformes. Où en est-on avec la loi qui doit quand même encadrer cela depuis 2021 que cela n'a jamais été? Depuis 2021, où en est-on? Parce qu'on ne peut pas commencer à manipuler les fonds si on n'a pas une loi cadre qui encercle les fonds. Je comprends que ces fonctionnaires ont la bonne foi, ils sont soucieux de notre santé, mais tel qu'on est parti là, ça dit qu'on encourage que les gens tombent malades. D'accord, merci de prendre votre avis pour sortir à couverture santé universelle. Quel est votre regard avant que d'aller en conflit? Déjà, je vais un peu revenir sur ce que mes panélistes ont dit. Moi, je ne suis pas d'accord sur déjà le système de santé. Moi, je vois déjà une nette amélioration dans nos centres de santé. Si vous regardez le Cameroun, nous qui avons fait Ngaoundéré, l'université de Ngaoundéré, avant, c'était que quand vous voulez vous soigner, vous allez vous rendre compte que les 5 dernières années, l'État fait des efforts de mettre que les hôpitaux de référence un peu partout, même les petites villes comme les IDEA, on a quand même un plateau technique qui est moyen. C'est vrai qu'on n'a pas ce qu'on veut, mais comme il a dit qu'on peut aller se soigner ailleurs, c'est vrai, on peut toujours se soigner ailleurs, quel que soit ce qu'on peut te proposer. Si tu veux voyager, tu peux toujours voyager. Je me dis que la couverture santé universelle qu'on espère a un coût. Et je pense pas que le premier jour, on a parlé de la première phase, de la seconde phase. À chaque fois, il y a amélioration, parce que chaque amélioration prend en compte un coût. Donc, on ne peut pas se dire que dès le premier jour, on va voir vraiment des Camerounais vont se soigner. Moi, je me dis toujours que ceux qui communiquent toujours sur les choses du gouvernement, vraiment, il faut faire attention. Il faut dire la vérité sur ce qu'on veut faire. Parfois, vous voyez, quand vous écoutez Manassi Mayaouda, vous voyez réellement ce que le ministère de la Santé. Mais quand vous regardez les journaux, vous voyez un grand titre. Vous avez l'impression qu'à travers ce titre-là, on va se soigner gratuitement au Cameroun sur toutes les maladies. Alors que le ministre spécifie réellement ce que le gouvernement veut faire. D'accord, merci beaucoup. C'est un processus, comme on le disait tout à l'heure, dans tous les cas qui vivra, verra. Donnons encore un peu de temps parce qu'il fallait bien commencer quelque part pour se retrouver à un grand niveau. Qui sait, peut-être demain, on parlera d'une véritable couverture santé universelle, mais on part quelque part. Dans tous les cas, fidèles téléspectateurs, prenons une respiration et on revient. De retour sur ce plateau, nous voici en conflit, fidèles téléspectateurs, à la dernière partie de ce programme rendu à 14h08 sur ce plateau. On parle de cet appel du journal La République qui, à sa grande une, demande au président de la République, son Excellence Paul Biya, de sauver les Camerounais de la mafia des néos. Qu'est-ce qui se passe avec les néos? C'est vrai, c'est un secret de Polichinelle qu'on a des coupures à n'en plus fini. Hier encore, j'étais-moi doucement en train de regarder le journal et puis un d'eux, directement, il a pris ces choses. Et à ce moment, on ne sait plus. On s'est dit, bon, on va peut-être laisser quand même le téléphone en charge. On ne sait pas. Si il arriverait que cette lumière revienne la nuit, on aura quand même le téléphone alimenté et avec les risques qu'il y ait court-circuit et que finalement nos appareils soient endommagés. Il y a ce problème, il y a le fait que lorsqu'on installe souvent l'électricité dans les maisons, les poteaux et toutes ces choses qui vont avec sont aux frais de la personne même du client. Et il y a beaucoup d'autres choses qui restent inchangées de la part de nous. Et ce qui est peut-être plus grave, c'est donc
donc le fait que plusieurs structures accusent Eneo d'être un insolvable, je vais dire comme ça, hein. Eneo ne paye pas ses factures. Pourtant, récemment, Eneo réclamait ses factures de la part du gouvernement. On se demande qu'est-ce qui ne va pas. Eneo, mauvais payeur, alors que récemment, on criait que le gouvernement est mauvais payeur envers Eneo. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Eneo? Je ne sais pas si vous avez quelques bribes de réponse. Peut-être qu'on va commencer avec vous, Albin Gatchou. Vous savez, moi je l'ai toujours dit, il est inconcevable qu'on ait des problèmes, qu'on ait des coupures dans notre pays, alors que chaque nom de village porte le nom d'un cours d'eau. Non, c'est inconcevable. Aujourd'hui, je comprends qu'on parle, on dit qu'en saison sèche, le taux de le tirage est bas et tout. Mais au-delà de tout, il y a beaucoup de grands barrages qu'on nous a annoncés dans le cadre des grandes réalisations et qui étaient salutaires. On a même vu les visites. C'était très salutaire parce que ça nous plongeait les grandes, ça nous plongeait là en vrai dans un Cameroun soucieux du devenir de ces populations. Vous savez, aujourd'hui, Eneo, on se rappelle, disait qu'il faut de l'argent parce qu'il y a les centrales hydrothermiques où lorsque l'hydroélectricité bat, il faut recharger les fioles et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, c'est normal que Eneo soit un mauvais payeur, parce que l'entretien de tous ces matériels demande un coût. Or, comment Eneo peut faire pour payer quand, d'une part, Eneo dit que l'État, parce que l'État doit donner sensiblement, je crois que je l'ai bien lu, doit donner le milliard l'année pour pouvoir accompagner Eneo. 2 milliards par semaine. On parle de 2 milliards par semaine. Soit dit en passant. Maintenant, il y a des entreprises qui consomment le courant, qui ne payent pas selon Eneo. Vous savez, aujourd'hui, j'interpelle d'abord la responsabilité des citoyens que nous sommes. Ouais. Est-ce que vous avez déjà fait un tour dans la cité capitale la nuit? Vous voyez, tous les ministères là sont allumés. Hein. Pourtant, il n'y a personne au bureau. Tous les ministères là sont allumés. Qu'est-ce que la lumière fait au bureau de, admettons, qui sont très forts, ils nous aiment, ils aiment le pays. Ils travaillent jusqu'à 22h. Qu'est-ce que la lumière fait de 22h jusqu'à 6h? Alors qu'ils doivent revenir, ils n'arrêtent pas tout ça. Ça veut dire qu'on est d'abord, en tant que citoyens, nous sommes irresponsables. Surtout quand on sait que ces ministères ne payent pas le courant. Oui. Vous passez, vous voyez l'eau qui coule à longueur de journée dans les ministères, alors que dans certains quartiers, il n'y a pas de courant. Je crois que la première des choses, c'est la responsabilité des citoyens que nous sommes. Nous devons prendre conscience de notre inconscience et accompagner, et nous, même si je ne partage pas la vie sur un ensemble de choses dans la mission régalienne. D'accord. On va également prendre votre avis, votre lecture de la chose. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Eneo qui est donc sur le banc des accusés? Claudia, le problème avec Eneo, c'est que l'État veut recapitaliser Actis. Donc l'État veut, on l'a entendu ici, ça et là, que Eneo avait été repris soit par une entité, une entreprise de l'État. Bon, maintenant, l'État du Cameroun certes doit, mais Eneo aussi est redevable à certaines entreprises. Parce que on vous dit, selon votre confrère d'Écho Matin, que j'ai lu dimanche, selon son article de dimanche sur la fuite de documents, dans les documents de la CEL avec cette conciliation État du Cameroun et le concessionnaire Eneo, qui disent que l'État doit à Eneo 66 milliards et Eneo devrait redevoir l'État aux entreprises qui gravitent, donc sur la KPDC, la Dibamba et autres, 261 milliards de francs CFA. Bon, chose que Eneo doit encore compenser, ce sont les chiffres qui sortent du livre de compte d'Eneo et que l'État devra encore confirmer. Donc, Eneo aujourd'hui a un souci où il vous dit, moi je ne suis que le vendeur. Moi je suis le vendeur, je ne produis pas de l'électricité, je ne transporte pas. Moi ce que j'ai à faire, c'est mettre le commerçant qui met à la disposition parfois ce que je n'ai pas. Et maintenant, comment est-ce que, si je n'ai pas quelque chose, si je n'ai pas, par exemple, l'électricité, je suis obligé de m'endetter, par exemple, auprès de la KPDC. Si EDC et Sonatrel n'ont pas pu m'envoyer de l'électricité, moi je suis obligé de peut-être partir m'endetter chez la KPDC, ou bien chez la Djibamba, la DPDC, ou bien chez la Sonara, parce qu'il faut oublier que nous avons encore les centrales à fuel, où Eneo pas souvent s'endetter pour prendre. Ils s'endettent, ils prennent un peu de fuel pour donner de l'électricité aux Camerounais. Et vous dit, moi, je ne vends, mon rôle c'est de vendre, mais je ne peux pas vendre ce que je n'ai pas. Aujourd'hui, l'État du Cameroun
dans une espèce de mafia, a voulu dire pourquoi, comme tu te plains, comme nous te devons de l'argent, on va donc montrer tes défaillances et tes failles. Et nous, on attend juste, parce que là, c'est l'État du Cameroun qui a mis tous ces documents dehors. Mais on attend aussi les documents de Eneo, parce que nous sommes habitués au gate dans ce pays, habitués à beaucoup de gates et de gates. Quand Eneo va aussi faire son coming out, comme les Anglais appellent, on aura d'autres chiffres qui, ma foi, sont peut-être différents de ceux sur lesquels nous débattons aujourd'hui. Pour dire, le véritable problème aujourd'hui, c'est que l'État, dans son échec, a voulu trouver un bouc émissaire. Le bouc émissaire vous dit depuis la séparation, depuis les lois, depuis la séparation des corps au niveau du secteur de l'électricité, moi je ne suis que le vendeur, je suis que le commercial. Mais pour tous ces problèmes, ce n'est que mon nom que les Camerounais ont dans la bouche. Ils ne peuvent pas dire EDC, pourquoi tu n'envoies pas l'électricité? Quand il y a un problème de transformateur, on appelle les NEE, pourtant c'est la Sonatrel. C'est la Sonatrel qui doit venir régler le problème de poteaux, de transformateurs et tout. Mais dès qu'il y a un problème au niveau de l'électricité, ce n'est que Eneo. Eux-mêmes ils veulent déjà partir, ils disent que nous sommes déjà partis. D'accord. Nous sommes partis. Donc que l'État prenne ses responsabilités vraiment, que l'État prenne réellement ses responsabilités. Est-ce que finalement donc on assiste là à un ping-pong? Parce que de notre côté, comme je le disais tantôt, on parlait de l'État du Cameroun qui devait à Eneo et qui a donc épongé à un certain moment sa dette. Et donc, oui. Et à un certain moment, on parlait plutôt maintenant d'Eneo qui est redevable parce que lorsqu'on avait ces coupures à répétition donc de l'électricité, à un moment, le ministre donc, de l'énergie avait envoyé une lettre à Eneo demandant donc de gérer ce problème parce que s'il y a des remous sociaux, c'est donc Eneo qui va payer. Et on a eu une réponse d'Eneo qui disait que il faudrait l'argent d'avril et de mai, je crois que c'était mars et avril. Donc il y a beaucoup de rebondissements dans cette affaire. Est-ce que c'est simplement on verra qui va gagner ou alors ce sont des véritables chiffres qui interpellent tout le monde? Bon, tout le monde est interpellé. Je pense qu'il y a une responsabilité qui est collective, une responsabilité qui nous engage nous tous. Je voulais d'abord préciser que, en termes de production, c'est Eneo qui produit l'énergie au Cameroun. C'est Eneo qui produit et qui commercialise. Il produit, il commercialise. Il ne transporte pas. Il produit et il commercialise. C'est Eneo. Que fait EDC? J'ai dit que c'est Eneo qui produit l'énergie au Cameroun. Je vais vous dire ceci. En 2023, puisqu'il y avait un problème où le directeur d'Eneo avait fait une sortie, je pense qu'Eneo avait fait une sortie où on réclamait 134 milliards à l'État du Cameroun. On disait qu'il y a les impayés. Là, le ministère des Finances est sorti pour montrer des factures où l'État du Cameroun a payé plus de 299 milliards de francs jusqu'au 31 décembre. Et après, il y a eu une certaine réunion avec l'agence de régulation de l'électricité au Cameroun où les deux camps se sont entendus sur comment désormais ça va se passer. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a plus de problème. Après, nous avons eu une sortie du ministre de l'eau, Gaston Elondo Essoba, qui a précisé, qui a dit à Eneo que les coupures de lumière peuvent causer même une crise au Cameroun. Que si Eneo ne fait pas attention, Eneo sera le principal responsable si un jour les Camerounais se soulèvent. Mais maintenant, même ma question, est-ce que c'est véritablement, on a l'impression que c'est un jeu? Non, je pense que qu'est-ce qui se passe véritablement? Après la concertation entre Eneo et l'État du Cameroun, en présence du régulateur, je pense que là, à ce niveau, il n'y avait plus de sorties. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui alors? Je n'ai plus payé. Maintenant, ce sont les entreprises, parce qu'il y a les sous-traitances de Eneo qui réclament, qui disent que mais nous réclamons pour nous, comme vous avez dit que l'État a payé parce qu'il y a les entreprises publiques, il y a l'État même, il y a les entreprises publiques, comme il a dit que nous devons être tous responsables. La responsabilité n'est pas seulement au niveau de teindre la lumière dans les ministères, c'est aussi au niveau du paiement. Nous devons payer. On a beaucoup de sanglots dans nos familles, dans nos villages, dans nos quartiers. Nous volons la lumière. Si vous voulez regarder, allez seulement dans les marchés pour voir comment les fils entrent et sortent. Regardez même les snacks. On te dit qu'un snack qui utilise même les congélateurs et les climatiseurs paye 40 000 le mois. Nous volons la lumière. Qui branche le son, Loulou? Nous volons la lumière. Nous devons être nous-mêmes des citoyens responsables. À chaque fois que vous payez normalement votre lumière, vous avez contribué
au processus de développement. D'accord. On va certainement revenir sur ces conseils pour que les uns et les autres, nos frères qui entretiennent dans les sons le loup, dans les quartiers, puissent donc comprendre à quel niveau se retrouve leur responsabilité et dans ce faux et usage de faux. Mais on reste sur cette principale préoccupation des Camerounais, c'est que on veut la lumière. Le Camerounais ne veut même pas comprendre ce qui se passe. Il ne veut pas savoir ce qui est en train de se dérouler. Peu importe ce qui se passe à la maison, on veut la lumière. Les denrées, les vivres coûtent tellement cher que lorsqu'on a fait des réserves pour le mois, on ne voudrait pas que cela se gâte dans le réfrigérateur parce que Eneo a repris sa chose. Aujourd'hui, vous pensez que quelle serait la solution? Et ça tiendra lieu pour votre dernière prise de parole. Quelle serait la solution aujourd'hui? Est-ce que aller vers la nationalisation, comme tant brandi d'Eneo, la renationalisation, parce qu'avant, est-ce que cela serait une véritable solution aujourd'hui? Les entreprises qui sont d'abord nationales font quoi? Donc moi ce que j'ai envie de dire c'est que... Mais Eneo avait quand même du succès lorsque c'était national. C'est que tant que tu conjugues, Claudia, quand on a du succès c'est ad vitam. En fait ce que j'ai envie de dire c'est que comme solution, moi je crois que le gouvernement doit être rigoureux. C'est-à-dire qu'au-delà des concertations qui interpellent ces entreprises, le gouvernement doit suivre au quotidien les résolutions des différentes concertations qu'ils prennent pour calmer la population lorsque le besoin se pose avec acuité. Parce que ces consultations arrivent seulement quand il y a le ras-le-bol. C'est-à-dire que nous devons prévenir. Gouverner, c'est prévenir. Effectivement, gouverner, c'est prévenir. Et j'interpelle le gouvernement à cet effet. Que nous devons suivre de manière méticuleuse les différentes résolutions que nous prenons afin d'éviter que cela n'arrive. On a beaucoup de barrages. On a beaucoup de choses. Il faut qu'on s'assure du fonctionnement effectif, que ceux qui gèrent cela le gèrent avec efficience et que lorsqu'on décide même de couper, s'il arrive même qu'on veut couper, qu'il y ait un programme national de coupure. Qu'on ait un programme national de coupure pour qu'on puisse être... Parce que c'est aussi ça la prévention. Pour qu'on puisse savoir qu'aujourd'hui, je ne dois pas... C'est vrai que depuis quelques temps, ils essayent d'annoncer, mais après, ils se rebellent un tout petit peu. Je crois que j'interpelle sur le gouvernement d'être un peu plus rigoureux et de cogner le point sur la table parce que le gouvernement est le régulateur par excellence. Au-delà du fait qu'il y a tous ces régulateurs, le gouvernement, pour moi, est le régulateur par excellence. Et à cet effet, le gouvernement doit repréciser les cahiers des charges de chacun, les interpeller chaque fois que l'on se rend compte qu'il y a un petit déficit afin qu'on n'arrive pas au seuil où nous sommes en train de tendre. Et je vais inviter les populations à être très responsables. Vous savez, les équipements que Eneo place, c'est au prorata des habitants, si on ne le savait pas. C'est-à-dire que si un gars a touqué beaucoup de son loulou, c'est-à-dire qu'il crée un problème aux infrastructures mises sur pied. Et ça nécessite donc beaucoup de maintenance. Je crois que c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup à Aldan Gachou. Et si on parlait de l'unité ou tout simplement de joindre toutes ces structures qui se chargent donc de la distribution, de la production, et si on faisait de toute cette structure une seule structure qui est chargée de la production, du transport et de la distribution, est-ce qu'on gagnerait beaucoup? Est-ce qu'on va améliorer en le faisant le quotidien des Camerounais? Moi, je me dis que, en tant que technicien, moi, je me dis que déjà, il faudrait que les chantiers qu'on a engagés puissent finir. Par exemple, nous avons le barrage de Minvelo qui n'a pas de barrage de retenue. On a conçu un barrage, mais il fallait prévoir un barrage de retenue. Et au côté de Lompanga, on n'a pas de ligne d'évacuation d'eau. On n'a pas une ligne, il faut une ligne d'évacuation qui permet de transporter l'énergie au niveau de Lompanga. Donc je me dis, vous savez qu'il y avait une étude qui s'est passée il y a cela 70 ans pour connaître que là où on va placer la plus grande usine de production de l'aluminium, nous sommes arrivés à Edea. On a démontré que la Sanaga seule peut alimenter toute l'Afrique centrale.
pour les besoins, vous avez vu dernièrement, il y avait une qui parlait de maximiser la Sanaga. Parce que la Sanaga seule, si on veut, mais on a dit, mais il faudrait que dans tout le Cameroun, 1000 mégawatts. On a vu que dans tout le Cameroun, on a aussi besoin de mettre un peu, c'est une bonne chose que on ne puisse pas mettre toute l'énergie au niveau de la Sanaga. Parce que la Sanaga, c'est beaucoup plus en Sanaga maritime. On se dit qu'il faut mettre la même volée à Lompanga, mais la Sanaga seule, avec la Sanaga seule, nous sommes sûrs que même des générations qui vont finir, on n'aura pas de problème d'électricité. Moi, je voudrais seulement rappeler à tous les Camerounais que chacun de nous a sa part de responsabilité. Payons nos factures, faisons notre part de boulot. Le gouvernement va faire et Néo va faire et on aura l'énergie de qualité. D'accord, merci. On va sortir avec vous, Hector Abia. Qu'est-ce qu'il s'y est de faire donc pour que le Camerounais à la maison soit donc à l'abri de ces coupures intempestives d'électricité? Il faut renvoyer tous ces gens à la maison. Il faudrait que tous ces gens soient renvoyés et peut-être même emprisonnés parce que ce sont des gens qui n'aiment pas la vie du peuple camerounais. Et je le dis pourquoi. Vous ne pouvez pas nous dire que des hommes ont pris sur eux de dépenser des milliards de francs CFA pour des projets d'études de barrages qui n'ont pas pu réaliser, qui ne fonctionnent pas. Mais ils ont quand même pris des milliards de francs CFA, ils ont mis dans des positions ils roulent dans des gros véhicules pour maturer des projets qui ne fonctionnent pas. Vous avez donc des hommes qui vous disent qu'on a vous avez tout à l'heure la question que vous avez posée, la précédente question, c'était est-ce qu'on ne peut pas revenir à l'unification d'une société? Mais nous étions là, on a compris qu'il y avait tellement de goulots d'étranglement que le président de la République a dit, comme il y a tellement de goulots d'étranglement, qu'une seule société ne peut pas tout faire, disséquons en trois. Maintenant, là, disséquons en trois, personne ne fait rien. La Sonatel aujourd'hui, vous avez le numéro vert de la Sonatel, si un poteau est tombé devant votre maison, non, vous ne connaissez pas le numéro vert, il ne communique pas assez. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que les entreprises qui sont mises dans le domaine de l'électricité, que chacun fasse son travail. Aujourd'hui, personne ne fait rien. Il faudrait donc qu'on les débarque tous, qui rentrent à la maison, comme mettre des hommes qui puissent travailler, qui peuvent travailler, pour qu'ils peuvent servir l'État du Cameroun aujourd'hui. Donc, c'est un échec, de la politique énergétique du président de la République, qui nous montre que lui, il a juste parlé. On a dépensé de l'argent du contribuable pour rien, parce que nous allons rembourser cet argent. Parce qu'il faudra encore mettre beaucoup de milliards pour faire tourner cette turbine. La KPDC, tout à l'heure on parlait de la KPDC, Power. On vous dit que cette turbine, on ne peut pas allumer toutes les machines. Parce que quand on allume toutes les machines, toute la ville de Kribi crame. Ceux qui ont maturé ce projet n'ont pas pensé à cela. Les milliards sont partis. Donc vous avez des industries qui doivent produire l'électricité au Camerounais, qui ne peuvent pas aller à 100% de leur potentiel, parce que des gens ont pris des milliards pour ne rien faire. Okay. Et aujourd'hui, le contribuable perd tellement. Et donc, il faut faire quoi? Il faut donc mettre toutes ces personnes dehors. Et la meilleure façon de faire en sorte que ces gens payent, c'est de mettre à la tête du Cameroun des personnes nouvelles qui peuvent amener le dynamisme. Ils peuvent amener le dynamisme et faire en sorte qu'on ne parle plus de ces problèmes. Ce sont des petits problèmes. D'accord. Merci. Et pour cela, il faudrait que les gens aient les cartes de lecteur. J'ai terminé. Je savais que vous alliez chuter par là. Merci beaucoup. C'est aussi une bonne chose. Il faudrait que chacun prenne cette responsabilité d'aller voter. Mais pas seulement d'aller voter, mais commencer à se discipliner en tant qu'on est jeune. Se discipliner, éteindre les règles, même si ce n'est pas nous qui payons, ça ne sort pas de notre poche. Lorsqu'on sort de notre bureau, on éteint. Il faudrait réguler cela, il faudrait que chacun soit également conscient et arrête les sons le loup partout, parce que lorsque vous pensez vous privilégier, vous handicapez d'autres et du coup, tout le monde va finir par perdre. Merci pour vos brillantes idées. Sur ce plateau, merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à l'équipe qui était mobilisée derrière cette équipe qu'on ne voit pas toujours, mais qui a donc fait les mains et les pieds pour que vous ayez donc de belles images et un son agréable. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, nombreux à nous suivre pour cette deuxième sortie de la semaine. La troisième, c'est demain lorsqu'il est 13h sur les antennes du CAM10 Télévision, la télévision républicaine de votre fidélité. Nous sommes donc heureux et nous vous demandons de rester connectés à CAM10 Télévision car les programmes se poursuivent. Portez-vous bien.